Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est le président de la Renaissance africaine. Il est d'origine congolaise et président du présidium de la table ronde des forces vives de la nation congolaise. Noël Moukala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parisot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle de Renaissance africaine, de quoi parlons-nous? La Renaissance africaine, c'est faire en sorte que les Africains puissent se mettre ensemble, s'unir pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent à eux tous. Hein? On a toujours, comment dirais-je, les problèmes des Africains ne peuvent pas être solutionnés en étant divisés. Donc pour nous, la Renaissance africaine, c'est redonner un élan, un espoir à l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un qui aurait disparu ou qui avait existé et qui n'existait plus. L'idée, c'est d'un continent qui était en léthargie. Oui. Et qui doit se réveiller. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il dort? Je pense que l'Afrique, on l'a poussé à s'endormir aussi. On l'a poussé à s'endormir. Voilà. Il y a eu l'esclavage, il y a eu, comment dirais-je, les croisés, il y a eu pas mal de choses qui ont poussé que les Africains ont beaucoup souffert. Donc, il faut qu'on tourne le dos à tout cela et qu'on sache quand même qu'on a compté pour l'humanité. L'Afrique a été un des précurseurs sur plusieurs domaines. Et si on veut faire la Renaissance, ce n'est pas pour prendre une revanche. Mais la Renaissance qu'on veut mettre en place, c'est pour que l'Afrique puisse avoir sa place dans le concert des nations. Est-ce qu'on parle de la même Renaissance africaine dont parlaient déjà les Cheikh Anta Diop, les Nasser, autres Kwame Nkrumah? C'est notre base de réflexion, parce qu'avant de penser qu'on va renaître, il faut déjà se connaître soi-même. Et je pense que les grands savants comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Kwame Nkrumah nous ont aidés par leurs écrits et leurs discours à nous mobiliser pour mener cette lutte, mais qui n'est pas une lutte facile. Donc en 1994, vous créez la RENAF, la Renaissance africaine, à la suite du génocide rwandais, parce que vous aviez un objectif en tête, c'était de dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que, en fait, avant le drame rwandais, on recevait des études sur la poussée démographique dans les pays du Grand Lac. Et juste avant, on s'est réunis, on s'est dit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit un génocide aussi lourd. Donc, en fait, on s'est dit, si les Africains savaient se serrer les coudes, avec le nombre de populations que nous avons, avec l'influence que peuvent avoir nos richesses sur les autres continents, on peut peut-être peser un jour. Pourquoi pas avoir ensemble une place au Conseil de sécurité. Depuis 1994, donc, même s'il n'y a plus de génocide à grande échelle comme ce qui s'est passé au Rwanda, quand vous regardez le tableau et la carte de l'Afrique, vous voyez bien que les choses n'ont pas beaucoup évolué non plus. Non, les choses n'ont pas évolué. Les choses se sont empirées. Et il y a eu beaucoup de guerres civiles, il y a eu beaucoup d'abus envers les populations civiles. Il y a eu des guerres, il y a eu des coups d'État. Et tout ça, ça ne donne pas une belle image de l'Afrique. Donc la Renaissance africaine, c'est aussi donner une image de l'Afrique avec le regard que lui portent ses fils. C'est-à-dire, nous, on aime notre continent, on aimerait que les autres aussi puissent apprécier l'Afrique avec ce même regard. Comment s'y prend-on quand on veut faire ce que vous êtes en train de me décrire? Alors, il faut que tout le monde s'y mette, en fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire on ne peut pas faire une renaissance africaine d'un côté, les institutions ou les États de l'autre. Non, ça ne marchera jamais. Donc nous, on a toujours été conciliants envers les chefs d'État, envers les institutions. On a toujours voulu soutenir les causes justes. Mais pour nous, en cause juste, ce n'est pas forcément la même chose pour les présidents. Vous en avez trouvé des causes justes sur le continent?
soutenir la démocratie, pour nous, c'est une cause juste. Mais ce n'est pas forcément dit que ça puisse être une cause juste pour tous les chefs d'État. Oui. Donc voilà, nos causes justes à nous ne sont pas forcément bien acceptées par tout le monde. Du coup, ça complique votre travail, votre vision des choses, votre théorie de cette renaissance africaine. Finalement, on se dit, pourquoi vous continuez alors ? En fait, on continue tout simplement parce que c'est comment dirais-je, la satisfaction de l'Africain. La satisfaction de l'Africain. On a commencé, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est éparpillé à travers toute l'Afrique, aux Antilles, aux Amériques. Et malgré, on n'est pas payé pour ça, bien sûr. On est une organisation non gouvernementale. Mais malgré tout, les gens nous soutiennent. Ils nous disent il faut continuer, il faut surtout ne pas laisser. Comment faites-vous pour fonctionner? Vous disiez que vous étiez implanté dans presque sur tous les continents désormais. Comment fonctionnez-vous? Comment faites-vous pour faire passer le message que vous avez à cœur au niveau de la RENAF? Au niveau de la Renaissance africaine, en fait, au départ, on était centralisé. Oui. Mais c'était très difficile. Alors, nous avions décidé de décentraliser les renaissances africaines. Donc, chaque pays a sa renaissance africaine et nous, au niveau du siège, on sert juste de support, de support administratif. Mais les projets locaux sont initiés par les acteurs locaux. Je ne vous ai même pas demandé comment on devient membre de la Renaissance africaine. C'est simple. Pour devenir membre de la Renaissance africaine, il faut juste aller sur notre site www.renaf.org. Il y a un formulaire, vous remplissez, vous devenez membre. C'est si simple que ça. Et on devient renaissant aussi. Alors, on devient renaissant, mais par contre, nous, on estime que le fait d'être africain, on est déjà membre de la Renaissance africaine. Ah. On ne veut pas en faire comment dirais-je, une chasse gardée. Donc, on sait que sans les autres, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Monsieur Moukala, depuis que je vous entends, je me faisais une réflexion là tout de suite. Je me disais finalement ce concept de renaissance africaine est sans doute un concept tellement abstrait que peut-être que ça ne parle pas aux Africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, même nous, ça ne nous parlait pas au début. Je vous ai parlé de 1994, après la crise rwandaise, mais à nos débuts, notre projet, c'était le drapeau africain. Voilà, ça ne menait pas loin. C'est en menant des études, en participant aux conférences, qu'on s'est rendu compte qu'on tenait là un sujet très, très intéressant et qui méritait toute notre attention. Et donc, vous avez travaillé dans ce sens. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure et je vais vous citer, vous dites souvent que l'Afrique n'a jamais été maîtresse de son destin. C'est un discours qui me dérange moi personnellement et pas que moi, et d'autres personnes que j'entends parfois, parce que ça donne l'impression d'être toujours dans cette idée du complotisme et dans cette idée de nous sommes les victimes, les méchants sont en face. C'est pas tout à fait ça, parce que d'ailleurs on a un slogan qui dit être africain, c'est pas une question de couleur de peau. Oui. Quand je dis ça, je fais allusion aux Européens, mais être africain, c'est travailler pour l'Afrique et pour le bien-être de ses populations. Donc on sait déjà que c'est pas forcément les Occidentaux qui sont à la cause de nos problèmes. Oui. Mais pour venir à votre question, ce que je peux dire, c'est que effectivement, il y a un complot. Il y a un complot contre les Africains. Quand je vois ce qui se passe sur plusieurs... Vous me voyez me redresser pour mieux vous écouter. Il y a un complot qui se passe, effectivement. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, au Burundi, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Burkina Faso, on se demande dans quel monde on vit. Le complot, ce sont les Africains qui complotent contre eux-mêmes. C'est ça la vérité, non? Disons que il n'y a pas que les Africains. Qui est allé voter, par exemple, au Congo?
qui a décidé de changer, par exemple, la Constitution au Congo? Est-ce que c'est un occidental? Est-ce que c'est une puissance occidentale? Prenons le cas congolais. Tout le monde sait que Sassou Nguesso, en parlant de lui, oui, est arrivé grâce à l'aide de la France. Sans la France, Sassou Nguesso ne serait jamais là. Donc, on peut dire par là que la France, c'est de bonne guerre, défend ses intérêts. Nous, on aurait voulu que Sassou Nguesso défende les intérêts des Congolais, mais ce n'est pas le cas. Et donc, quand je parle de complot, c'est à ce niveau. Et vous parlez de Sassou Nguesso et vous m'offrez la transition. On va parler de cette table ronde des forces vives de la nation congolaise dont vous êtes le président du Présidium. Quand on est président du Présidium, pardonnez-moi cette question naïve, qu'est-ce qu'on fait? Le président du Présidium, c'est quelqu'un en fait qui est là juste pour faire en sorte que les choses ne seront pas biaisées, les choses vont se passer de façon normale, ordonnée, équitable. Donc vous coordonnez la préparation de cette table ronde. Exactement. Elle va être consacrée à quoi véritablement, cette table ronde? Alors, cette table ronde va être consacrée à la paix. Oui. C'est vraiment ça le leitmotiv, la paix des Congolais. Parce que depuis 32 ans, la République du Congo vit dans une dictature, sans nom. Et on ne peut pas revenir sur le passé. On dit souvent, laissons les morts, occupons-nous des vivants. Donc, nous, on veut aller vers la paix. Et pour aller vers une paix véritable, il faut réunir les Congolais autour d'une table ronde. Sans parler, comment dirais-je, des situations, des faux opposants, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment-ci. Oui. Mais une paix véritable. Sans indexer personne, où tout sera mis sur la table et on pourra revenir sur des bases solides. Ça a déjà été fait, non, en 90-91, au lendemain de la démocratisation sur le continent. C'est une conférence nationale bis que vous êtes en train d'organiser, mais cette fois-ci à l'extérieur. C'est une... En fait, il y a eu déjà la conférence nationale bis. Vous le dites. On avait pris des résolutions lors de cette conférence nationale. Notamment, à l'issue de cette conférence nationale, il y a eu la Constitution de 1992. Cette Constitution a été violée en 1997 à l'issue d'un coup d'État. Donc, il est tout à fait normal que pour repartir sur des bases solides, on est obligé de repartir sur la seule chose qui nous unit tous. Le PCT, le parti au pouvoir et les autres. La seule chose qu'on a en commun aujourd'hui, c'est la Constitution de 1992. Est-ce qu'on a une idée des associations, des partis politiques, des personnes qui vont participer à cette table ronde? On arrive à la fin de cette interview. On a quasiment fait le plein. Le problème, c'est que c'est une table ronde. Donc, on va regrouper les participants par catégorie, par chaque catégorie socio-professionnelle, de façon à ce que tout le monde soit représenté. Parce que l'intérêt, c'est ça. Il faut qu'il y ait la représentation nationale de toutes les forces vives de la nation. Quand vous dites que de façon à ce que tout le monde soit représenté, ôtez-moi d'un doute, est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent le président Sassou qui seraient présents à cette table ronde?